Bonjour à tous, il est 12h30 dans le ZCL de ce jeudi 15 juin. Tout de suite, on va développer avec vous les titres de l'information. On va commencer par Gourbert, mobilisation à Gourbert pour la sauvegarde du centre Jean Belloc à Richalus, le président de la région, la sous-préfète Régine Pam, nouvelle sous-préfète, le maire de Gourbert étaient tous au chevet de cette institution en difficulté. Nous verrons tout à l'heure le reportage de Nicolas Hatchi. Mobilisation encore menacée dans le domaine de la santé contre la drépanocytose. Effectivement, c'est ce dimanche qu'aura lieu la journée mondiale de lutte contre la drépano, maladie qui touche, je vous le rappelle, un Guadeloupéen sur 8. Il faut soigner. Et puis, nous irons aussi à Sainte-Anne où se tiendra avec l'association Bandayo un stage de danse africaine. Voilà un petit peu les titres de l'information qu'on va développer tout à l'heure, puisque Jessie n'est pas là aujourd'hui, je m'y colle. Et nos invités, ils sont déjà là pour la plupart. Henri Angélique qui parlera avec nous tout à l'heure de la coopération à Cuba, puisqu'il y a une forte délégation qui est arrivée en Guadeloupe, qui arrive en Guadeloupe, et un programme très chargé. On parlera de cette coopération. Et puis plus tard, nous allons parler avec Jean-Pierre Carry. Il vient de sortir cet album, très bon, à écouter et à acheter, pas copier, comme on dit. On parlera avec lui. Il sera notre deuxième invité. Et puis plus tard, à la fin de la session de ce ZCL, chronique juridique comme d'habitude, et puis l'occasion pour nous de saluer nos téléspectateurs de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Martin, mais aussi de la région parisienne de Paris, de la France, qui sont avec nous pratiquement tous les midis. Merci d'être avec nous pour le ZCL. C'est parti pour notre séquence invitée. Henri Angélique, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Alors, je le disais tout à l'heure, on a une grosse délégation cubaine qui arrive, parce que la coopération cubano-guadeloupéenne, c'est une réalité depuis mars 2016. Quel va être en gros le programme de cette visite? Oui, d'abord merci à Canadis de nous permettre effectivement de faire passer cette information. On parlait de coopération entre Guadeloupe et Cuba. C'est vrai que depuis mars 2016, nous nous sommes effectivement engagés sur une démarche de mise en œuvre d'un ensemble de projets, des projets qui partent de volontaires, de volontaires aussi bien dans le domaine culturel, économique ou financier. Et donc, à partir de là, cette réflexion a donné lieu à la mise en place d'un comité local, vous savez, le comité local Cuba-Guadeloupe, qui est inscrit dans un réseau national, le réseau national de Cuba Coopération France. Et donc, fort de ce réseau, la réflexion est menée pour justement initier une nouvelle forme de coopération entre Cuba et Guadeloupe, une coopération mieux pensée, mieux réfléchie. Et pour justement initier cette démarche-là, nous allons recevoir à partir de ce soir une délégation composée également de l'ambassadeur de France à Cuba, de Cuba en France, pardon, mais également de grand champion olympique, Javier Sotomayor. Oui. Alors, quel est l'intérêt pour la Guadeloupe d'une telle coopération? L'intérêt pour la Guadeloupe, elle est multiple. Déjà, entreprendre une démarche de gagnant-gagnant. C'est vrai qu'il faut peut-être définir la coopération d'une autre manière, une manière qui serait plus réfléchi, comme je disais tout à l'heure, puisque la Guadeloupe a la chance justement d'être une pierre angulaire dans la Caraïbe, mais avec ses relations avec la France, avec ses relations avec les États-Unis, la Guadeloupe a aussi beaucoup de choses à démontrer, mais aussi beaucoup de choses à apprendre. Et qui mieux que Cuba, avec son excellence en matière de santé, par exemple, mais également en matière de savoir-faire, puisque je crois que l'échange peut être multiple, et comme nous aimons à dire, l'échange peut être dans un domaine purement gagnant-gagnant entre la Guadeloupe et Cuba, parce que des méthodes sont aussi à apprendre au niveau de Cuba, mais nous aussi, nous pouvons leur apporter le plus que nous pouvons estimer, ne serait-ce qu'en matière de l'agriculture, par exemple. Alors justement, une fois qu'on a défini le cadre de cette coopération, j'imagine qu'elle est sur la santé, mais elle est aussi sur le plan économique. Alors, sur l'agriculture, les Cubains sont excellents dans la canne et le sucre. Est-ce qu'à ce niveau-là, par exemple, il est prévu des choses? Bien, il peut être prévu des choses parce que vous savez que Cuba est
est un pays qui est en pleine ouverture. Donc c'est vrai que pour la Guadeloupe, tout comme Cuba, il y a peut-être des axes à entreprendre. Cuba est fortement peut-être développé en matière d'agriculture, mais c'est vrai que les informations que pourrait apporter la Guadeloupe à travers toutes ces compétences acquises dans le cadre français par exemple, peut-être un plus aussi pour Cuba, tout comme ce que Cuba peut nous apporter, puisque leur réflexion en termes, je dirais, au niveau universitaire par exemple en matière d'agriculture, peut être aussi un plus pour la Guadeloupe. Alors, on ne sait pas assez, vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, en matière de santé, les Cubains sont, on peut dire, ils sont proches de l'excellence. Ils sont proches de l'excellence. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, en matière de santé, Cuba a dépassé un cadre puisque loin de nous sommes dans une démarche de santé curative. Oui. Vous savez, nous soignons ceux qui sont quelque part vers les dernières heures. Cuba a inversé un peu la donne. Cuba est dans une démarche de santé préventive. Et donc, je crois qu'en ce domaine-là, je ne dirais pas que nous n'avons plus rien nous avons beaucoup à apprendre, en tout cas, de Cuba. Et c'est peut-être que là que la coopération peut apporter un plus. Vous savez que Cuba, la santé couvre plusieurs domaines, mais Cuba est déjà dans une démarche de santé, comment dirais-je, de santé humanitaire. C'est-à-dire que Cuba exporte désormais son savoir-faire et a même dépassé le cadre au point d'aller dans d'autres pays former les autres. Donc peut-être que là aussi nous avons beaucoup de choses à apprendre. Vous pensez que ça va être possible dans le cadre de cette coopération que des médecins cubains ou formés, parce qu'il y a des Guadeloupéens qui ont été formés comme médecin à Cuba. Oui, mais la difficulté, c'est la reconnaissance de la compétence acquise. Donc peut-être aussi cette coopération va déboucher aussi sur une démarche de complémentarité, mais également d'efforts à entreprendre par la Guadeloupe, en tout cas à travers la Guadeloupe pour la France, de faire un système d'équilibrage dans les formations ou de reconnaissance des formations, puisque au plan international, Cuba est reconnu. Peut-être les questions relationnelles entre les États-Unis et Cuba gênent justement cette reconnaissance, mais peut-être que nous, à travers cette coopération, ça peut être aussi un effort qui va être entrepris pour débloquer quelque part la situation. Alors, il y a un autre aspect qui peut être intéressant, c'est l'aspect bien sûr touristique, puisque récemment, la ligne entre Cuba et les Antilles, particulièrement la Guadeloupe, la Martinique, est réouverte. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, cette coopération, comment elle va s'établir? Sur quelle base? Est-ce que les Guadeloupéens pourront aller? Parce que vous savez que, vous le savez sûrement, les Guadeloupéens aller même à la chasse à Cuba. Absolument, et pas que ça. Et pas que ça. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que la démarche de Cuba Coopération Guadeloupe, c'est justement d'établir des passerelles. Oui. Les solutions ne sont pas encore abordées. C'est-à-dire que l'organisation de Cuba Coopération Guadeloupe se fait dans le cadre de commissions. C'est-à-dire que nous avons une certaine autonomie de réflexion et chacun dans son domaine est là pour justement entrevoir les voies possibles. Et donc, quel que soit le membre de Cuba Coopération, si l'idée c'est effectivement de mener la réflexion sur comment résoudre la problématique, ne serait-ce que pour enrichir le plan touristique, eh bien effectivement la commission va mener la réflexion et va trouver, ou en tout cas tenter de trouver les solutions possibles, puisqu'il y a cette méthode pour laquelle nous étions en train de discuter tout à l'heure, c'est cette méthode qu'il faut maîtriser. Cuba n'est pas n'importe quel pays de la Caraïbe. Cuba a ses règles de fonctionnement sont liées à un cadre purement politique. Donc il s'agit effectivement d'apprendre à, je dirais, comment mettre le premier pas à Cuba. Et pour cela, il faut respecter un certain nombre de principes. Même si Cuba ouvre ses portes, mais je dirais plutôt que Cuba entrebâille ses portes. Parce que derrière, il y a des règles strictes. Je dirais même des cahiers de charges à respecter. Et si vous ne rentrez pas dans ce cadre-là, vous n'allez pas investir n'importe comment à Cuba. Donc c'est pour ça que Cuba Coopération Guadeloupe... On comprend très bien que Cuba, on ne vient pas là, on va venir faire ça, on voulait à Cuba. Après près d'un demi-siècle de blocus, je crois que Cuba a appris à tirer les leçons d'un système quasi en autarcie. Donc je crois que Cuba aujourd'hui n'a pas envie de reproduire les schémas qui se sont vus ailleurs, puisque même si Cuba les fenêtres étaient fort fermées, je crois que Cuba en tout cas les dirigeants cubains ont quand même fait en sorte de garder un œil un peu partout sur tout ce qui se passe dans le monde et en ont tiré les
conséquences positives certainement, négatives du point de vue de l'occidental que nous sommes, mais quelque part, s'ils sont encore debout, c'est qu'il y a véritablement une raison, et je ne pense pas qu'ils aient envie de retrouver le schéma géopolitique ou économique qu'on retrouve aujourd'hui dans les autres pays. Et j'en veux pour preuve, à Cuba, le cinéma s'est développé malgré tout, malgré toutes les difficultés. La santé s'est développée malgré tout. La musique Cuba aujourd'hui sur le plan mondial n'a rien à envier à personne, y compris on n'en parle pas, mais au niveau du sport aussi c'est le même schéma où si on veut un Sotomayor, mais enfin c'est pas que lui, il y a eu des boxeurs, il y a eu il y a toute une flopée, absolument, quel que soit le domaine, je crois même que dans le baseball américain Cuba, le leitmotiv d'abord, c'est être meilleur en tout. Ouais. Et donc, quelque part, c'est peut-être aussi un état d'esprit qu'ils arrivent à développer. Et c'est ça aussi. Quand je parlais de cet échange gagnant-gagnant, eh bien, vous l'avez souligné tout à l'heure, l'effort de Cuba Coopération Guadeloupe, c'est justement aussi d'apprendre à être dans une dynamique de gagnant-gagnant, mais aussi d'être dans une dynamique de positif. C'est-à-dire entreprendre quelque chose et réussir. Et c'est dans cela que je tire mon chapeau à l'ensemble des membres de Cuba Coopération Guadeloupe, en particulier de son président, M. Henri Bistoquet, qui, lui, a réussi à réunir autour de lui un ensemble de bonnes volontés qui tous pensaient positif. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, Cuba Coopération Guadeloupe a vu le jour en mars 2016, mais entre mars 2016 et mois de juin 2016, donc très peu de mois, nous avons déjà pu mettre en place cette démarche de coopération avec Cuba, à tel point que nous faisons venir quand même M. l'ambassadeur, mais aussi ce grand champion olympique, champion du monde. Et vous disiez, nous parlions de l'excellence tout à l'heure, jusqu'à ce jour, son record du monde n'a toujours pas été battu. N'a pas été battu, effectivement. Alors, du point de vue politique, comment ça va se passer? Parce que on est dans un cadre particulier qui est celui de la Guadeloupe. Cuba, entre guillemets, c'est un pays étranger. Enfin, je dis même des guillemets pour simplifier les choses. Est-ce que j'ai vu qu'il y a une rencontre avec le conseil départemental et j'ai vu que monsieur Bridan, qui est membre de la nouvelle gouvernance de M. Chalus, sera avec vous. Alors, comment ça va s'organiser, s'institutionnaliser pour faciliter un petit peu cette coopération? Vous parlez de faciliter cette coopération. Vous avez cité le terme politique. Moi, j'ajouterais politique culturelle, politique économique. Donc, c'est sur cet axe-là qu'on se précise. Et donc, il est normal que Cuba, pays étranger, lorsqu'il vient sur un territoire étranger, doit être reçu avec les honneurs qui leur reviennent de droit. Oui. Et donc, naturellement, les représentants cubains seront reçus par monsieur le préfet dans un premier temps. Et donc, à l'issue de bien sûr, tout à fait. Donc, vous voyez, nous respectons un peu les principes. Et puis, après, la coopération s'étale sur le plan économique, sur le plan culturel. Donc, sur le plan culturel, vous avez cité Maître Georges Brédan, qui est président de la commission culture. Donc, c'est à ce titre-là qu'il va aussi recevoir... Il va rencontrer monsieur Igarza. Tout à fait. Donc, vous voyez, quelque part, la réflexion a été menée au sein du groupe. Et donc... grâce à cette notion, cette relation avec le conseil régional, nous pourrons également permettre aux membres, en tout cas monsieur l'ambassadeur et toute sa délégation, de visiter le Memorial Act. Oui. Donc quelque part, il y a une démarche purement culturelle qui est entreprise. Ensuite, la délégation va aussi rencontrer le monde du sport. Donc à la région, nous restons toujours dans ce terme de contact. Donc nous parlons de coopération. Donc la vice-présidente chargée de la coopération, Mme Marie-Luce Panchard, aussi va recevoir cette délégation. Elle était à Cuba d'ailleurs récemment. Elle était à Cuba très récemment, donc je crois aussi qu'elle a des idées à transmettre, à faire figurer en tout cas dans le nouveau cahier des charges que nous allons mettre en place. Donc vous voyez que cette rencontre n'est pas à souligner sur l'aspect politique, mais elle rentre dans un cadre très pensé, très orienté, culture, musique, parce que c'est vrai que... oui, justement la musique alors. Eh bien, écoutez, quid de la musique? Quid de la musique? Cuba Coopération Guadeloupe, comme nous le disions tout à l'heure, vous savez, c'est un melting pot de bonne volonté. Et donc, au sein de Cuba Coopération Guadeloupe, nous avons aussi des dignes représentants de Cuba qui sont des Cubains. Je pense notamment
notamment Chabela, qui fait partie de notre comité local. Et donc, on n'a pas besoin de présenter Chabela, mais aussi Winnie Kaona, dont on connaît toutes les valeurs pour la musique traditionnelle. Donc, je pense que là aussi, l'échange va se faire tout naturellement. Et vous connaissez aussi comment le Cubain adore la musique, comment le Cubain pratique la musique et comment le Cubain vit la musique. Donc, je crois qu'en 2 temps, 3 mouvements, les Guadeloupéens verront très vite ce qu'ils peuvent recevoir de musiciens cubains qui, on le disait en off, mais n'ont pas besoin d'apprendre la musique. Il suffit de leur donner une partition et ça démarre aussitôt parce qu'ils ont justement l'académie qui forme les musiciens à la base et même beaucoup de Guadeloupéens ont été aussi se former à Cuba. Alors, monsieur Angers, je vais vous poser la question. Elle n'est pas personnelle, mais enfin, elle s'adresse à des Guadeloupéens qui vous regardent. Est-ce que vous avez envie de dire aux Guadeloupéens d'aller à la rencontre de Cuba, de visiter Cuba, de découvrir Cuba et le pays? Monsieur Zandonné, je dirais même plus. J'invite les Guadeloupéens à vivre cette passion que j'ai pour Cuba. Vous savez, moi, j'ai découvert Cuba à travers, comme tout le monde, les infos, ce qu'on entend, etc. Mais j'ai voulu en savoir plus. Et donc, j'invite tous les Guadeloupéens à aller à la rencontre des Cubains, déjà pour apprendre ce style de vie. Et puis, quelque part, qui n'a pas entendu parler de Fidel Castro, de Raúl Castro, des dirigeants cubains, de Che, donc comme cette rencontre. Donc, je pense que cette curiosité qui est somme toute naturelle doit aussi se traduire par une rencontre des Cubains. Donc, toutes les sphères de notre société guadeloupéenne sera à la rencontre. Je parle de la sphère sportive. Donc les jeunes sportifs, à travers monsieur Sorez, il va recevoir les sportifs. Alors ils vont les emmener également du Crossois. On connaît aussi son travail efficace depuis qu'il est à la présidence de cette structure pour justement développer le sport, l'intégration de la Guadeloupe justement dans la Caraïbe. Tout à fait. Donc je pense que là aussi, c'est la belle preuve de Cuba Coopération Guadeloupe qui est d'entreprendre le gravissement de toutes ces marches. Et donc aussi le monde culturel, les écrivains seront aussi, je pense que vous serez avec nous à la médiathèque du Gosier. Donc, on espère être là. À plusieurs titres, vous allez rencontrer également le journaliste qui va aussi accompagner cette délégation. Donc quelque part, le comité local Cuba Guadeloupe a un peu réfléchi sur toutes les dimensions, mais ce n'est qu'une réflexion et ce n'est qu'une première pierre qui est posée. Et donc, cette rencontre va démarrer dès ce soir et va durer jusqu'à dimanche. Et donc, au travers ces 3-4 jours de déambulation et de rencontres, je pense que beaucoup de Guadeloupéens trouveront leur compte. Et s'ils le souhaitent, nous avons aussi un dîner débat, un gala qui va se passer samedi soir. Alors, il faut absolument qu'on pose la question parce qu'il y a tellement d'images négatives qui sont véhiculées sur Cuba. Vous avez le sentiment, vous qui connaissez Cuba, quand vous y allez, que vous êtes dans un pays de dictature? Quand vous me posez la question, ça me fait sourire. Et pourquoi je vous dis ça? Je n'ai jamais encore mis les pieds à Cuba. D'accord. Et c'est vrai que quand je parle de Cuba, on a l'impression que je connais Cuba parce que je dis non. Je connais Cuba parce que j'aime vivre Cuba à travers mes différentes lectures, à travers tout ce que j'entends. Et j'ai envie de vous dire non, pour moi, Cuba n'est pas une dictature. C'est une interprétation d'une vision occidentale. À tel point que j'ai écrit aussi à un moment sur Cuba et mon intitulé, c'était Cuba et sa relative démocratie, justement pour faire ce clin d'œil sur ce qu'on pouvait entreprendre sur Cuba. Donc, quelque part, Cuba est une dictature. Je pense qu'il y a en ce moment un beau reportage sur Cuba, sur Fidel Castro, sur sa relation avec son frère, sur sa relation avec le Che et sur les obligations, justement, que nécessite une telle vie à Cuba. Donc, quelque part, je n'ai pas envie de vous répondre à cette question. Je dirais simplement chacun son point de vue sur Cuba. Mon point de vue, il est purement positif. D'accord. Mais en tout cas, on vous remercie d'être venu nous dire ça. Alors, on va simplement rappeler que la délégation arrive ce soir. Arrive ce soir, à 18h. Et le programme, il est très lourd, ce que je vois. Il s'étend jusqu'à dimanche et même au-delà, puisque certaines personnes partiront le 23. Tout à fait. Nous aurons donc l'occasion de recevoir ici
aussi, je l'ai dit, ce journaliste cubain Julio Aganda. Avec lui, nous aurons une discussion, bien sûr, très politique sur la situation à Cuba, sur l'ouverture, puisque c'est un véritable événement en ce moment, l'ouverture de Cuba vers les États-Unis ou l'inverse, l'ouverture des États-Unis vers Cuba. Nous en parlerons. En tout cas, monsieur Angélique, on vous remercie d'être venu. Merci. Et on va tout de suite continuer l'information, puisque nous revenons tout de suite après la page publicitaire. On reviendra tout de suite au développement des titres de l'information. Voilà, il est exactement 12h58. On se retrouve pour la deuxième partie de ce ZCL. Je vous l'ai dit, je suis tout seul aujourd'hui. Jessie n'est pas là. Mais on va quand même continuer courageusement. Voilà, les titres de l'information. On part vers Goubert. Mobilisation, je vous l'ai dit, pour la sauvegarde du centre Jean Belloc. À Richalus, la sous-préfète régime PAM, mais aussi le maire de Goubert. Ils étaient tous hier au chevet des institutions en difficulté. Nous verrons tout à l'heure le reportage de Nicolas Hatchi. Santé, mobilisation, mais cette fois-ci contre la drépanocytose. C'est ce dimanche qu'aura lieu la journée mondiale de lutte contre la drépano, une maladie qui touche un Guadeloupéen sur 8, qui mérite notre attention. Et puis nous irons à Sainte-Anne où se tient un stage de danse africaine avec le groupe Bandayo. On en parlera tout à l'heure, mais pour l'heure, nous allons tout de suite développer ce premier titre d'information. Je vous le disais, c'est à Goubert qu'il y a une véritable mobilisation pour la sauvegarde du centre Jean Belloc. À Richalus, le président de région, la sous-préfète régime PAM, mais aussi le maire de Goubert. Ils étaient tous au chevet de cette institution en difficulté. Nicolas Hatchi était là aussi. Son reportage tout de suite. Sauver la structure, pour moi, c'est sauver Seigneur Bosco. Nous savons aujourd'hui ce que certains ont mis en place, un CFA, pour pouvoir accompagner les jeunes sous main de justice, qui font des travaux vraiment magnifiques. J'ai visité les locaux, j'ai visité leurs réalisations. Je pense qu'on ne peut pas rester insensible à ce qui existe ici. Aujourd'hui, nous avons réuni et rencontré les partenaires. La CGSS, M. Yacoub, s'est rendu, que je remercie, les responsables d'Apprenti d'Auteuil, les responsables du CFA, l'État et la DIEC, pour que nous puissions trouver des solutions pour au moins maintenir ce CFA pendant encore 1 an et par la suite trouver une solution pour pouvoir aller vers un établissement d'intérêt public, d'utilité publique, mais vraiment accompagner ce CFA qui est sur la base terre. On ne peut pas se permettre de voir fermer cette structure. Une très bonne initiative que prend le conseil régional qui est en charge de la formation, de nous inviter à faire un tour d'horizon de la situation. Et moi, en tant que directeur de la caisse, j'ai rappelé la situation du centre, mais j'ai aussi dit que j'avais des obligations qui sont que l'entreprise doit être à jour de ses cotisations. Et j'ai proposé aussi qu'on fasse une convention de partenariat entre tous les acteurs, y compris d'autres acteurs qui ne peuvent pas directement intervenir dans la gestion du CFA, mais peuvent contribuer sur les questions d'insertion, sur les questions d'accompagnement des jeunes. Ça fera un peu de trésorerie, me semble-t-il, pour le CFA, ce qui lui permettra d'honorer régulièrement ses cotisations dès lors que je donnerai un accord pour qu'il y ait un moratoire particulier, compte tenu que la région s'engage à accompagner le centre. Le CFA a une importance particulière parce que la prise en charge de jeunes en très grande difficulté, nous sommes spécialisés, que la Guadeloupe effectivement a besoin d'une telle structure pour pouvoir pérenniser et empêcher qu'il y ait encore plus de jeunes effectivement qui sont des braqueurs ou qui commettent effectivement des actes délictueux. Le président de région est déterminé à pouvoir faire sortir le CFA de cette impasse. Et donc ça nous rassure complètement sur les projets à venir, etc. Il faudrait une convention blindée que nous mettrons en place pour pouvoir maintenir et accompagner ces jeunes Guadeloupéens. L'intérêt des jeunes Guadeloupéens, pour moi, passe avant tout. Et bien évidemment, il va falloir trouver une solution pour sortir ce centre Jean Belloc de sa situation financière et administrative difficile. C'est donc l'occasion pour toutes ces personnalités qu'on a vues dans ce reportage de chercher la solution. Alors, mobilisation, mais cette fois autour de la drépanocytose, puisque c'est ce dimanche 19, qu'aura lieu la journée mondiale de lutte contre la drépano. Alors, il faut le dire, cette maladie figure depuis 2009 parmi les priorités de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour la zone Afrique, et occupe le 4e rang dans les priorités d'ordre mondial après le cancer, le sida et le paludisme. C'est dire l'importance de cette maladie. Cette
maladie, elle est héréditaire et concerne aujourd'hui, hélas, un Guadeloupéen sur 8. À cet effet, le personnel de santé a organisé ce matin même au CHU de Pointe-à-Pitre une conférence de presse afin d'interpeller la population, de sensibiliser, mais surtout d'informer sur ce qu'est la drépano. Reportage tout de suite avec Jeff Taylor. La prise en charge de la drépanocytose a une histoire en Guadeloupe, puisque tout a commencé dans les années 80, quand a été mis en place, suite à une étude de l'INSERM, un dépistage systématique de la maladie pour tous les nouveau-nés du département. Et à quoi sert ce dépistage à la naissance? Ça permet une prise en charge des enfants malades, d'abord de diagnostiquer la maladie chez les enfants et de mettre en place une prise en charge médicale complète avant même que les signes de la maladie n'apparaissent. C'est très important parce que ça permet de mettre en place des actions de prévention des complications, une prévention des complications à travers donc l'éducation des parents. On a dit tout à l'heure, c'est une maladie génétique. On sait qu'à l'origine, le gène responsable de cette maladie est apparu en Afrique, mais de façon indépendante dans au moins 3 régions d'Afrique, mais aussi en Inde. Donc la maladie donc, est présente chez les populations originaires de ces pays, mais chez aussi leurs descendants. Voilà, donc dans les populations noires. Ceci dit, il y a eu depuis des migrations de populations, migrations contraintes par exemple avec l'esclavage qui a déporté ces populations vers la Caraïbe par exemple, ce qui nous concerne, mais des migrations aussi économiques, ce qui fait que maintenant la drépanocytose, elle est présente pratiquement au niveau mondial parce que le gène, il s'est répandu dans les différentes populations avec des métissages, etc. Je l'ai su par ma mère. Petit à petit, elle m'a expliqué que j'avais des problèmes de santé et qu'il fallait que je fasse attention. Au départ, on va dire qu'on était à 2 à avoir la maladie. Mais au fur et à mesure où je grandis, je me suis retrouvée seule à, on va dire, porter ma maladie toute seule. Et je vis très bien avec elle. Je vais bien, mais là, un moment, lorsque elle me dit il y a assez, je la laisse et je me repose pour éviter de trop me fatiguer. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une grande journée parce que bon, ça permet à toutes les personnes qui avaient oublié que c'est la journée mondiale. Dans le monde entier, on parle de drépanocytose aujourd'hui. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas en parler qu'une fois dans l'année, il faut en parler tous les jours. Parce que chaque année, quand on demande les statistiques, on a encore énormément de naissances d'enfants malades. Alors vous savez, quand je demande les statistiques et on me dit le nombre, je suis toujours atterrée. Je me dis bon sang, mais c'est pas possible. Depuis tant qu'on parle de cette maladie, on devrait avoir à peine 2-3 naissances. Vous savez, c'est une catastrophe. Malheureusement, quand vous voyez une famille arriver qui vous dit je ne savais pas. Ça, c'est un mot que j'ai du mal à entendre, je ne savais pas. Parce que je me dis, si vous avez décidé d'avoir un enfant malade, en effet, vous avez décidé. Mais quand ça vous tombe dessus, en 2016, en 2015, 2016, je trouve que c'est dramatique. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je profite que vous soyez là, merci beaucoup, pour lancer vraiment un appel à tous ces jeunes qui sont en désir d'avoir des enfants. Faites-vous dépister. Si ou t'es l'argent, yo t'es que j'ai réglé ça. Si ou t'es ni valet, tout le monde t'es que kakou mes bao. Si tout est mangeable, il pas t'es que rester sargas. 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 L'argent, si ou t'es pétrole,
t'es ni valet. Pas bouette nous t'es que ramasser ou. Pas convoi nous t'es que cachailler ou. Même l'ennuit nous t'es que récolter ou. En grand l'emmène nous t'es que aller barrer ou. Sargas. Sargas. Extrait donc de ce dernier album, 5 sur 5, il mérite bien sa note, vous pouvez même dire 20 sur 20. Bonjour Jean-Pierre Carry. Bonjour Danick, bonjour à tous les téléspectateurs de... Alors, 5 sur 5, ça veut dire aussi c'est le 5e album. Oui, ça veut dire ça aussi. Voilà, c'est un très bon produit que j'ai eu plaisir à écouter depuis quelques jours que je l'ai en main. Et Jean-Pierre Carry, si vous ne le connaissez pas, il est avec nous, il est originaire du nom de la Martinique, mais il vit en Guadeloupe depuis 1995 et c'est un instrumentiste et guitariste d'abord, mais aussi c'est un auteur-compositeur de bonne qualité. Jean-Pierre Carry, quel est, j'ai envie de dire ça en créole, quel est votre larel musical? On a du mal à me classer, effectivement. Donc, je fais plutôt des ballades, des ballades avec des textes. J'essaie de faire un équilibre entre la musique et les textes, plutôt de la musique dépouillée pour faire bien ressortir justement les textes. Oui. Donc voilà, donc on peut dire que je suis donc un baladin. Un baladin ou voilà, un chansonnier, puisque effectivement je chante des chansons comme la chanson du clip qu'on vient de voir, des chansons qui collent à l'actualité, donc tout à fait. Avec un peu d'humour. Il y a eu la terre, il y a eu la terre, il y a eu Cyclone également. Cyclone aussi. Voilà, donc j'essaie de coller à l'actualité par rapport à des faits de l'actualité. Voilà. Oui. Vous puisez votre inspiration dans la réalité actuelle, c'est ça. Voilà, dans la nature, les faits de société, des choses qui me touchent, parce que j'ai ma sensibilité, donc j'essaie effectivement de faire en fonction de cette sensibilité-là, en abordant des thèmes qui me tiennent à cœur. Alors j'ai vu que cet album, vous n'êtes pas trop ennuyé au niveau des musiciens, parce que vous avez vraiment la crème là, Fouette Desplan, bien sûr, Didier Bride, Caracas, Raymond Duy, Jackie Bernard, en fait c'est Alex, une rectification, c'est le contrebassiste de Falfouette, c'est Alex. Oui, Alex Bernard, une petite erreur, exactement, c'est son frère. C'est une petite erreur sur la pochette, c'est bien Alex qui m'a donné son coup de contrebasse sur cet album. Et comment vous avez pu réunir tout ce personnel autour de vous? Eh bien, c'est au gré de mes rencontres, c'est-à-dire que j'ai fait quelques concerts en Martinique, dont 2 privés, il y a 2 ans de cela, où j'étais sur le même plateau avec Falfouette, effectivement. Donc ils m'ont accompagné sur un des concerts, parce que je venais de sortir une nouvelle chanson. D'accord. Et on a pris contact, on a gardé contact, et puis c'est tout naturellement que je l'ai sollicité lui. Alors moi, je vous pose la question, puisque vous êtes originaire de la Martinique, vous êtes ici depuis 1995. Comment vous avez pu vous fondre dans la musique guadeloupéenne? C'est-à-dire, oui, il y a une musique martiniquaise qui n'est pas la musique guadeloupéenne, il y a un style musical guadeloupéen. Bon, même si vous faites de l'acoustique, mais vous ne faites pas du soft, vous faites ce que vous faites. Comment la fusion s'est faite? Eh bien, je reste moi-même, c'est-à-dire que depuis en Martinique, avant de partir justement vers la métropole où j'ai séjourné quelques années, et en revenant ici en Guadeloupe, en m'installant, en m'établissant ici, donc j'ai gardé en fait ma sensibilité, mon authenticité. Donc c'est ça qui fait justement la personne. Oui, c'est ça. Donc les gens me disent en général, après quelques notes entendues à la radio, on sait tout de suite. Ils reconnaissent ma griffe. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc je reste moi-même, j'essaie de rester authentique. Je n'ai justement depuis le début, depuis le premier album sorti en 2000, La Terre, je n'ai jamais cédé aux gens, aux modes, je reste effectivement dans mon sillon. Oui. J'aurais tenté de dire mon micro-sillon. Absolument. On est à l'ère du CD, donc voilà. Je prends comme ça un morceau comme Langue en nous pour valoriser le créole. Alors il y avait
un premier artiste martiniquais dont je ne me souviens plus du nom, mais on va retrouver qui a fait quelque chose sur le créole. Et là, effectivement, on va dire, vous remettez une couche. Non, mais c'est un titre, Langue en nous, c'est un titre qu'on reprend en salsa sur ce. Tout à fait, justement, c'est ça qui est particulier, c'est en salsa. Justement, mais ce titre-là était déjà sorti sur l'album sorti il y a 10 ans, l'album Nous Toutes ces Mounes, en version acoustique, avec des musiciens comme Sonny Troupé aux percussions, au cas. Il y avait Raymond Duy qui m'accompagnait sur ce titre-là. C'était vraiment une version dépouillée. Et là, effectivement, je l'ai orchestré différemment en salsa avec l'aide de Didier Bride, très bon arrangeur que je salue. Voilà. D'accord. Vous jouez aussi avec Dominique Béroz. Exactement. Pas n'importe qui au niveau du piano. Oui, mais c'est des gens qui apprécient ce que je fais. Annick Noël, Christian Amour. Exactement. Donc c'est des gens. Et Alain Jean-Marie. Oui, monsieur Alain Jean-Marie. Je dirais que j'ai contacté il y a une semaine à Paris, puisque j'étais à Paris. J'ai rencontré Dominique. On a passé un très bon après-midi ensemble. Donc c'est des gens qui apprécient ce que je fais. Et puis bon, je compte faire, prévoir un concert à Paris. Donc ces gens-là m'accompagneront évidemment. Donc voilà. Donc ils sont partants déjà d'office. Voilà. Donc c'est des gens qui apprécient ce que je fais. Donc voilà. Donc j'essaie en tout cas de m'entourer des gens qui déjà aiment Carrie. Oui. Voilà. Et alors, vous avez repris deux grands musiciens. Vous avez repris un titre de Gilles Salah. On a tendance à oublier, mais enfin, qui a été un précurseur dans ce style avec la guitare, etc. Et aussi hommage on peut dire un hommage à Marius Cultier. Exactement. C'est des musiciens de grand talent, c'est des chansonniers aussi, parce que bon, ils avaient en tant qu'instrumentistes leur virtuosité, comme Marius Cultier, mais c'était des très grands paroliers, voilà. Donc j'étais sensible dans ma tendre jeunesse, j'entendais souvent ces chansons-là de Marius Cultier, Gadi Boudin Madame, que j'ai repris, et Gilles Salah également, donc c'est des airs qui me sont restés depuis mon enfance. Donc voilà, donc cette air-là, effectivement, j'ai voulu, voilà, le reprendre en ayant l'accord, bien sûr, des ayants droit, sans problème. Donc, voilà. Alors, il faut dire que l'album se laisse vraiment écouter. J'ai eu plaisir à écouter aussi bien L'amour pressé que Ange Gardien, qui est une reprise. Vous avez déjà fait ce titre, Ange Gardien? Ange Gardien, non, c'est-à-dire que je l'avais dévoilé, comme Sargas. D'accord. Je l'avais déjà dévoilé avant la sortie de l'album. Exactement, en avant-première. Donc, comment dire, L'amour pressé, effectivement, c'est un titre qui fonctionne bien, que j'ai apprécié beaucoup, qui passe sur les ondes actuellement ici en Guadeloupe, en Martinique également. Il passe plus Sargas en Martinique, puisque bon, c'est l'actualité. C'est l'actualité, il reste sur Sargas. Et à Paris, effectivement, L'amour pressé, il est apprécié également. Voilà. Alors, au niveau alors, vous chantez aussi avec Manès Plat, il faut le dire. Enfin, je ne chante pas avec elle. Elle chante L'amour à crédit. Voilà, une chanson que j'ai reprise aussi, que j'ai réorchestrée et que voilà, pour son côté canaille en fait. C'est une chanson effectivement avec un texte assez canaille. J'ai voulu effectivement que voilà, ça sonne Manès Plat. Alors, il faut 5 ans pour faire un album de cette qualité? 6 ans, précisément. C'est-à-dire, habituellement, j'avais habitué mes fans, en fait, le public, à sortir un album tous les 3 ans en moyenne. Là, ça a pris 3 ans, ça a pris 6 ans, pardon, ça a pris le double. Donc, très souvent, on a des regrets après la sortie d'un album. On dit, on aurait dû ajouter ça, on aurait dû faire comme ci. Donc 6 ans, c'est le double, justement, de temps. Donc, c'est le double, c'est moins de regrets aussi pendant, voilà. Alors ça veut dire que les gens, on le dit aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux gens qui sont en France, qui nous regardent en Guyane, à Saint-Martin, il est en vente déjà l'album? L'album est disponible vraiment partout. Il est disponible partout. Donc pas copié, mais acheté. Et puis on vous verra probablement en live dans les mois qui viennent. Ça se met en place. C'est vrai que j'ai confié ça. Jean-Pierre Caritou. Oui, pas tout, mais je prévois au moins le faire. Au moins 3 concerts en Guadeloupe, c'est-à-dire en Grande-Terre, en Basse-Terre et sur la région de Pointe-à-Pitre. Un autre concert en Martinique, sans doute, et puis un en France. Dans l'Hexagone, exactement. Voilà. D'accord. Écoutez, on peut que vous souhaitez de produire, si tous ces albums-là étaient sortis la une qualité, là, ça serait bien. Donc on peut que vous souhaiter d'avoir cet album chez vous, et puis d'écouter Jean-Pierre Carré, puis de By Force Live, il le mérite.
Ça, c'est une recommandation du ZCL. Ça, on vous le dit. En tout cas, merci Jean-Pierre d'être venu faire le déplacement pour nous. C'est moi qui te remercie effectivement Canal 10. C'est normal, devant la qualité, on ne peut que dévoiler le tapis. Oui, ça fait hyper plaisir. Ok, en tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Merci. Il est 13h17. On continue donc à dérouler l'actualité. On va parler on va pas quitter la musique, on va parler maintenant de Bandayo, puisqu'il y a depuis une semaine l'association Bandayo, et nous sommes là dans la région de Sainte-Anne, organise un stage de danse africaine à la base nautique de Sainte-Anne pour la deuxième fois. Donc Salamata Diallo, président de l'association, vient faire partager la richesse, la culture, l'art et la danse traditionnelle africaine de l'Ouest. C'est un reportage de Olivier Moradel. Ici pour 10 jours pour donner des stages de danse traditionnelle africaine au sein de l'association Bandayo qui donc donne des cours de façon régulière, hebdomadaire, une fois par semaine à la base nautique de Sainte-Anne. J'habite à l'île de la Réunion et une de mes anciennes élèves, qui est notamment maintenant présidente de l'association, m'a demandé il y a 2 ans de venir pour donner un petit peu de différence, on va dire, donner des cours, voir un petit peu ce que je proposais au sein de son association. Et donc du coup, c'est la 2e année que je viens ici pour représenter l'art, la culture et les danses traditionnelles d'Afrique de l'Ouest. Il y a plein de rythmes différents. Là, ce rythme aujourd'hui que vous avez dû filmer s'appelle Sinté. C'est un rythme qui vient de Guinée. Alors après, on a fait d'autres rythmes qui s'appellent Coucou, un autre rythme qui s'appelle Yankadi Makrou. Il y a différentes danses, différents rythmes. Et voilà, c'est ce qu'on essaye d'apporter, de découvrir un petit peu la culture vraiment et les valeurs de l'art, des danses africaines. Donc c'est vraiment, toute danse a une explication, a une signification, et c'est ce qu'on essaye de faire partager avec nos élèves. On aime l'Afrique et je pense que la Guadeloupe est issue de l'Afrique. Donc faire des liens comme ça entre les pays, ce n'est qu'une richesse supplémentaire. C'est par passion, premièrement, puisque je connais Salamata Diallo depuis la Réunion, donc c'est depuis très longtemps que j'aime l'Afrique. Et depuis que je suis arrivée en Guadeloupe, oui, on a essayé de faire vivre cette association et voilà, de l'offrir au plus grand nombre, de le faire partager au plus grand nombre. Alors on fait effectivement aussi de la percussion. Donc on propose des cours de djembé et des cours de dundun, qui sont les 2 instruments qui accompagnent la danse africaine traditionnelle. L'association est basée à la base nautique de Sainte-Anne. On peut nous joindre au 06 90 92 24 50. Et donc il y a des cours qui se font le mercredi soir pour la danse africaine et le samedi matin pour le djembé et le dundun. Je pratiquais déjà la danse africaine avant, donc j'avais à cœur de retrouver un cours de danse africaine en Guadeloupe. Et puis j'ai cherché longtemps et j'ai enfin trouvé mon bonheur dans l'association Bandayo avec notre prof Isa Santos, qui est actuellement en vacances mais qui assure les cours tout au long de l'année. Ça se passe très bien parce qu'on a une prof qui est très pédagogique et surtout très dynamique, et on a une ambiance qui est vraiment excellente. Donc c'est un vrai plaisir de venir ici tous les mercredis, de faire les stages pendant les vacances. Et en plus, quand on a l'occasion d'avoir des gens de l'extérieur comme Salamata, c'est un bonheur supplémentaire. Ça permet de lâcher prise. Vraiment, la danse africaine, c'est ça, c'est une énergie. Donc on lâche toutes les tensions. La musique nous met vraiment dans l'ambiance et c'est vraiment une joie en fait. Et puis c'est un partage énorme aussi avec les autres qu'on retrouve peut-être pas forcément dans les autres danses. Avant de retrouver la chronique juridique, on va tout de suite partir en France, puisque des jeunes Guadeloupéens sont à Paris dans le cadre de l'Euro, dans le cadre de l'opération Tous Prêts. Lundi après-midi, 175 jeunes Guadeloupéens ont décollé vers Paris afin d'assister à plusieurs matchs de l'Euro 2016. Reçus au ministère de l'Outre-mer à leur arrivée, les jeunes Guadeloupéens sont heureux de faire partie de ces chanceux qui ont la possibilité de pouvoir voir ces matchs et de voir ces matchs en direct. Et donc, ils ont exprimé leur joie face à la caméra de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, reportage. Oui, très heureux. Puis c'est une belle manifestation qu'on a droit par rapport au ministère et à la jeunesse et les sports. C'est une très belle opération. Voilà. Comment ces enfants, ces jeunes ont été sélectionnés pour venir à Paris? Alors, ils ont été sélectionnés sur 2 critères. Le premier critère, c'est surtout l'assiduité à l'entraînement et le résultat en compétition. Voilà.
Alors, ils vont se présenter, on va commencer par mademoiselle. C'est un grand plaisir, une joie d'être à Paris et de participer à cet événement, l'Euro 2016. Présentez-vous. Oui, bonjour, je m'appelle Harmonie Mériot, boxeuse en Guadeloupe, aux Abîmes. Et oui, c'est la première fois pour moi que je viens à Paris, donc je suis très contente. Aller voir un match de l'Euro aussi, c'est une belle récompense. Voilà, également. Oui, moi c'est Bicep Ronald, d'accord, boxeur de l'Hibiscus Boxing Club. Et c'est un privilège aussi pour moi de participer à l'Euro. Donc, quand tu as été sélectionné, ça fait une grande surprise, ça fait une grande joie? Oui, une très grande joie. Oui, surtout après le travail fourni à l'entraînement. Donc on va voir ça aussi comme une récompense. Bon. Bonjour, moi je m'appelle Moisin Alexandre, novice chez l'Hibiscus Boxing Club. C'est une joie d'avoir été sélectionné pour participer à cet heureux événement. Non, parce que l'organisation, ça a été coopté par le ministère des Dômes pour une partie, la jeunesse et les sports pour une partie d'hébergement, les billets d'avion et tout, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On attend beaucoup de choses, que l'équipe de France gagne, parce que nous, c'est l'équipe de France en support. Et tu es content d'être là? Oui, beaucoup. Je suis comme... Comment tu t'appelles? Kevin, je suis comme lui, je suis heureux que l'Euro 2016 nous ait choisi, certains de nous. Et que tu sois présent à Paris, hein? N'est-ce pas? Bonjour, je m'appelle Samuel et je suis très heureux d'être là parce que en fait, c'est une occasion qu'on n'a pas on n'aura pas deux fois cette occasion-là. Toi? Je m'appelle Lucas et je suis content d'être ici pour voir l'Euro et j'espère que la France va gagner. Également. Alors, bonjour, je m'appelle Pedro Matteo. Je suis très content d'avoir ce match de l'Euro pour voir les grands joueurs, pour voir comment ils jouent, pour devenir comme eux après. La question qui se pose, c'est de savoir si ces jeunes Guadeloupéens pourront accompagner l'équipe de la Guadeloupe quand il ira jouer en Jamaïque, à Trinidad ou en Haïti. Ça ne s'est jamais fait à ma connaissance. En tout cas, ce genre d'opération, il faut le dire, c'est une opération politique. Voilà, il est 13h24. On va prendre le début de la chronique juridique, puisque nos deux avocats sont là. Bonjour Maritza. Bonjour. Bonjour France. Bonjour. Alors, Nyon Lobita vrai. Alors, on entend souvent parler de telle personne a agi en état de légitime défense. Alors effectivement, c'est une question qui revient souvent dans les propos, puisqu'on dit ouais, tel est en légitime défense, et obligatoirement cette question, on est censé pouvoir la poser à des avocats. Qu'est-ce que la légitime défense ? Alors effectivement, on entend souvent dire que telle et telle personne aurait agi en état de légitime défense. La légitime défense est une cause exonératoire de responsabilité. En réalité, on peut dire d'une personne qu'elle a agi en état de légitime défense dès lors qu'effectivement, pour se défendre ou pour défendre autrui, elle va elle-même commettre une infraction. Alors, le code pénal prévoit qu'effectivement, la personne qui cause une infraction pour se défendre, et dès lors qu'elle a été contrainte de le faire, ne sera pas responsable pénalement. Cependant... Même s'il y a crime. Même s'il y a crime, dès lors, alors il y a des conditions à réunir. D'abord, il faut une véritable attaque, il faut une attaque et il faut une attaque injustifiée. Il faut ensuite que la riposte, c'est-à-dire que l'acte de défense, ait été rendu nécessaire, obligatoire, que l'auteur, le prévenu, n'ait pas pu partir. Et il faut surtout que l'acte de défense soit proportionné. Alors si quelqu'un vous menace, vous effraie et qui n'est pas armé, le fait même d'user d'une arme, eh bien, on n'est pas forcément dans un cas de légitime défense parce qu'il faut une riposte adaptée à la menace. Il faut ensuite agir dans l'immédiateté de l'attaque, ce qui veut dire que si vous partez et que vous revenez sur les lieux pour attaquer quelqu'un qui vous a menacé, eh bien là vous êtes dans le cas d'une vengeance, mais pas dans le cas d'une légitime défense.
Alors d'abord, la légitime défense, vous pouvez la faire valoir au stade de l'enquête, au stade de l'instruction et enfin devant la juridiction de jugement. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette question. Alors, deuxième question, je l'avais posée la semaine dernière à France Canver, je lui ai demandé est-ce qu'on peut refuser un contrôle d'identité, et aujourd'hui je crois qu'on peut avoir la réponse. Ni en principe général. Là, on voit un gendarme ou un policier qui a demandé de justifier des identités ou qui a fait un contrôle d'identité, on ne doit pas refuser. Ça, même si on pas dans point infraction, même si on pas dans point on peut là tranquillement du bouton là, bon, ou à 6 ans, enfin, on n'est pas de quel côté, tranquillement, bien sûr, parce que la victoire, ou au champ d'arbre, enfin, ou si j'ai tranquillement là, assis en banc, public, et on va dire, vos papiers, ou pas nous refuser. Et souvent, vous refusez, à ce moment-là, ça, policier là, par exemple, il peut mener au poste. Et là où il faut au poste, il a dit, bon monsieur ou madame, vous pouvez informer le procureur de la République de ce que vous êtes, on a contrôlé votre identité, etc. Et souvent on voit, donc là, il y a au commissariat, il y a chercher pour voir qui mounouillé, ou comme on a une carte d'identité ou pas une carte d'identité. On passe ça, on TIDF, on passeport, enfin, on contrat de location, enfin, on pièce quelconque qui a montré que c'est monsieur intel. Et souvent, on voit pièce là, alors il y a à la police. Ça que la loi a dit, il ne peut pas mettre vous là pendant plus de 4 heures. 4 heures au maximum pour vérifier l'identité. Et là, on voit tout papier qu'on montre, tout justificatif qu'on montre, ces policiers-là, à tort ou à raison, estimer que ça n'est pas clair. Par exemple, un passeport, message à périmé, signature un peu bizarre. Alors, par exemple, photo là, qui a ce passeport-là, ça n'est pas clair. On a un diapo. Enfin bref, ils ont estimé que ça n'est pas clair. À ce moment-là, ça, il y a comme des poturés là, des cas nous avons veille. C'est là poturé là, puis ordonner, plutôt autoriser la police à faire photo et à faire et prendre un point digital là. Que peut-être laisser partir, et comme ça n'est pas clair, il faut vérifier encore, parce qu'il ne peut pas garder plus de 4 heures. Bon. Et souvent, on voit, ou refuser, dès que c'est qu'il prend photo, ou encore qu'il prend un point digital là, à ce moment-là, ça va changer. La loi a dit c'est on détient. Et on va risquer 3 ans la geôle et une amende de près de 4 000 €. En qui pour ça? Bien qui pour ça. Nous ne pas poser question là, mais nous avons abordé une autre fois, c'est question ADN, c'est un syndicaliste. Vous savez que nous avons une revendication, le syndicaliste a refusé mon ADN à la police ADN, il a arrêté, il a dit syndicaliste pas criminel. Nous avons l'occasion de venir à ça. Nous pouvons aborder la semaine prochaine. Oui, c'est ça, nous pouvons venir à ça la semaine prochaine. Alors, on entend des fois dire que d'une personne qui a été indemnisée par une commission. Alors, question, c'est de quelle commission s'agit-il? C'est la dernière question avant la pause publicitaire. On va l'apprendre tout à l'heure. La commission là, ça, c'est ça, il a créé commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Ce que la loi a dit, c'est que l'on va monde, par exemple, le tuer un monde. On va dire d'un canal, il tue un monde. Ou alors, quand il blesse un monde, peut-être auteur là, mon qui fait ça là, il va une bon sou. Bon, cette idée d'un canal, c'est pas une bon sou. Bon. Ou alors que il volé à Gaza ou à la rue là, ou alors on m'a escroqué. Bon, il prend l'argent, etc. Et bien la nuit, en commission là, ça est spécial, il a pour indemniser mon là. Et c'est l'État en réalité, c'est l'État qui a payé, c'est vrai, la solidarité nationale. Donc, mon là, par conséquent, mais il y a un certain nombre de conditions. Il faut que c'est en français. Si c'est en étranger et que ça fait par exemple sur le territoire français, il faut qu'il y ait une règle. Bon, évidemment, si c'est un accident de la circulation, ça va dedans.
puisqu'il y a une assurance pour ça. Donc, son monde, par conséquent, au monde là qui causait infraction là, il est censé être insolvable. Donc, l'État qui prend place là et qui a indemnisé le monde là. Et à un moment là, ça, l'État qui a indemnisé, mais l'État a dans le mémoire. Et parce qu'il a mon l'argent comme ça, il a retourné, il a demandé que le monde là qui a fait ça là, de rembourser l'argent là, il a victime. Bien, voilà, il est 13h31, on prend la pause publicitaire, il reste juste une question à évoquer après cette pub, c'est la question de la procédure de comparution immédiate et c'est notre amie Maritza qui va s'y coller tout à l'heure après la pub. Un truc ici. 13h37, retour sur le plateau du ZCL, la dernière des parties. Là, on est toujours dans la rubrique juridique avec nos deux avocats du jeudi. Je vais parler de Marisa Bernier et de France Calvert. Et il y avait une dernière question qui était réservée à Maritza, c'était la procédure de comparution immédiate. Elle va répondre immédiatement. Alors effectivement, lorsqu'un individu est gardé à vue, que l'enquête a permis de démontrer qu'il y a des indices laissant présumer qu'il a commis une infraction, que les faits sont relativement établis et simples, le procureur de la République, il a le choix. Soit il peut faire remettre une convocation à cette personne au gardé à vue par officier de police, soit il peut le renvoyer directement et dans l'immédiat devant la juridiction de jugement, et on va parler de comparution immédiate. En réalité, c'est une procédure qui permet de juger une personne dans l'immédiat. Alors, c'est une procédure qui dérange parce qu'en réalité, dans un délai très court, entre 48 à 72 heures, un individu aura subi une garde à vue, il sera présenté parfois le plus souvent au procureur et ensuite il va comparaître devant le tribunal correctionnel. Alors pour les avocats c'est extrêmement difficile, ça veut dire qu'il faut réunir dans un laps de temps très court des éléments justifiant par exemple des garanties de représentation, par exemple un justificatif de domicile, des justificatifs sur la situation familiale, sur la situation professionnelle d'un individu qui est gardé à vue. Et si on n'a pas contact avec la famille, on risque d'être très embêté à l'audience de jugement, de comparution immédiate, puisqu'on n'aura, à part les déclarations de son client, aucun élément. Alors cette procédure de comparution immédiate, si elle est nécessaire, parce qu'effectivement, pour certaines infractions qui ont créé un trouble à l'ordre public, il est bon que la justice passe, et passe très rapidement. Cependant, effectivement, il faut un avocat qui maîtrise le droit pénal, parce qu'il faut être extrêmement réactif. Et avec la réforme qu'a connue effectivement la procédure pénale, effectivement l'avocat peut assister aux interrogatoires lors de la garde à vue, il a accès aux déclarations de son client. Donc il faut, comme je le disais, être réactif. C'est une procédure qui n'est possible que pour les délits qui sont punis d'au moins 2 ans de prison ou en cas de flagrance de 6 mois de prison. Alors, lors de l'audience de comparution immédiate, il faut savoir que le prévenu peut demander à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense. Cependant, il y a toujours un risque de placement en détention provisoire parce que lorsque le juge va accorder le renvoi pour préparer sa défense, il va devoir statuer sur un maintien en liberté sous contrôle judiciaire, sur un éventuel placement sous surveillance électronique et surtout sur un éventuel placement en détention provisoire. Alors il faut savoir que lorsque le prévenu demande un renvoi, qu'il est obtenu, ce renvoi, l'audience doit avoir lieu dans un délai très court, entre 2 semaines et 6 semaines maximum, parce qu'on est en matière de comparution immédiate. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur cette procédure. Alors, comparution immédiate, juste pour préciser, c'est selon le degré de gravité du délit qu'on décide de la comparution. Alors, c'est selon
l'avancée de l'enquête. Si l'enquête paraît close, que l'affaire paraît simple, pour les affaires compliquées, on l'a vu dans de précédentes émissions, un juge d'instruction va être saisi. Pour certaines affaires, le procureur va préférer convoquer par le biais d'une COPJ, d'une convocation remise par officier de police. Pour des affaires relativement simples, où on semble avoir tous les éléments, effectivement, on va procéder par le biais de la comparution immédiate. Question plus philosophique, est-ce que d'une manière générale, la comparution immédiate respecte réellement les droits du prévenu? Alors je vous disais, c'est une procédure qui se caractérise par sa rapidité. Oui. Alors qui dit rapidité, qui dit garder à vue, c'est quelqu'un qui n'est pas en liberté, qui ne peut pas apporter d'éléments à l'avocat. Donc c'est pour ça, je disais encore une fois, lorsqu'on est dans ce genre de procédure extrêmement rapide, il faut prendre la tâche d'un avocat spécialisé qui connaît les rouages de la procédure. Un avocat spécialisé dans le droit pénal, oui, qui va maîtriser la procédure, qui va, dès le début de la garde à vue, essayer de contacter des tiers, des proches, pour avoir des éléments, ne serait-ce que sur les garanties de représentation. Ça, c'est extrêmement important. D'accord, bien, merci pour ces précisions d'ordre juridique. Il est pratiquement 13h43. On remercie donc nos deux avocats qu'on retrouvera jeudi prochain dans une prochaine chronique juridique. Il y a beaucoup de choses importantes sur lesquelles nous allons peut-être revenir. Pour l'instant, on revient simplement sur les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Nous étions à Goubert où il y a une mobilisation générale hier pour la sauvegarde du centre Jean Biloc, justement en présence d'Harry Chalus, le président de région, aussi de la sous-préfète Régine Pam et du maire de Goubert. Tous ils étaient au chevet donc de ce centre Jean Biloc. Je rappelle que ce centre sert justement pour les gens les jeunes ou les moins jeunes qui sortent de détention, et que ce centre a un certain nombre de problèmes administratifs et financiers. Mobilisation aussi, mais c'est ce week-end, dimanche, contre la drépanocytose, une maladie qui touche un Guadeloupéen sur 8. Il y aura donc une journée mondiale contre la drépanocytose. C'est une des maladies, des pathologies les plus répandues dans le monde, et vous savez qu'elle est en 4e position après le sida et le Zika et d'autres maladies. Enfin, nous avons aussi conduit à Sainte-Anne où il y avait donc un stage de danse africaine avec l'association Bondayo, et puis on a présenté aujourd'hui l'album de Jean-Pierre Carré, son 5e, 5 sur 5, très bon album. Je vous conseille de l'écouter, d'acheter, si vous pouvez acheter, mais pas copier. Et puis c'est le début dès ce soir d'une visite des Cubains en Guadeloupe. Une délégation cubaine est invitée dans le cadre de Guadeloupe Coopération Cuba, une véritable opération on peut dire de lionnage entre Cuba et la Guadeloupe. Ça va durer pratiquement une semaine. Nous aurons l'occasion la semaine prochaine de recevoir ici même un journaliste cubain. Avec lui, nous parlerons de la situation à Cuba depuis l'ouverture vers les États-Unis. Voilà, 13h45. La réalisation était assurée par notre ami Zébris. On se retrouve demain pour la suite de l'information et puis pour un ZCL comme d'habitude. Voilà, salut, à demain. Et jusqu'au 24 juin, vous pouvez participer au grand jeu. Suivez l'actu en ZCL et tentez de gagner une croisière, des billets d'avion pour Paris, des smartphones et plus encore. Pour cela, il vous suffit juste de répondre aux questions du jour sur la page Facebook du ZCL. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.